Élise de Vaucresson entra dans la salle à manger de sa belle famille. Persuadée qu'elle allait devoir affronter une énième humiliation silencieuse. Enceinte. Encerclée par des regards glacés et des contrats étalés sur la table, elle découvrit qu'il voulait lui arracher jusqu'au droit de protéger son propre enfant. Lorsqu'Antoine perdit le contrôle devant tout le monde, la chute d'Élise ouvrit une porte que la famille de Vaucresson n'aurait jamais dû franchir. À l'extérieur de cet hôtel particulier du 16e arrondissement, un homme que personne ne connaissait était déjà en route. Signe. Élise, dit Antoine de Vaucresson, sans élever la voix. Comme si cette froideur rendait l'ordre plus élégant. La salle à manger de la luxueuse demeure parisienne était illuminée par des lustres en cristal, mais rien n'y semblait chaleureux. Sur la table en bois sombre, entre les verres en cristal intact et les assiettes en porcelaine, reposait une chemise bleu marine. Ornée du discret blason de la famille de Vaucresson, Madame Éléonore, sa belle-mère, garda les doigts posés sur le bord de son verre et compléta. Ce n'est qu'une simple formalité. Ma chérie, les femmes intelligentes ne font pas de scandale lorsqu'elles entrent dans une famille comme la nôtre. Élise, assise au bout de la table, posa la main sur son ventre de 6 mois et répondit d'une voix basse. Mon fils n'est pas une formalité. Even mine. L'un des oncles d'Antoine laissa échapper un rire sec. Et Antoine pencha son corps en avant. Tu confonds la grossesse avec le pouvoir. Enzischen. Élise leva les yeux. Et toi. Tu confonds le mariage avec la possession. Entues visidin. La mère d'Antoine tapota son ongle contre le cristal. Attention à ton ton. Antoine plissa les yeux. Tu es arrivé ici sans nom, sans fortune et sans protection. Il faut. Élise serra la bague ancienne qu'elle portait au doigt. Peu. Être que vous ne m'avez jamais demandé d'où je venais. Enseri. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il fut dangereux. Ce n'était pas la première soirée où Élise était placée au centre de la table, traitée comme un problème à résoudre. Depuis son mariage avec Antoine, la famille de Vaucresson considérait son sourire discret comme une faiblesse, et ses origines réservées comme le signe d'une grande pauvreté. Pour eux, elle n'était que la fille simple que l'héritier avait choisie sur un coup de tête. Une fille devenue utile aujourd'hui, uniquement parce qu'elle portait le premier petit-fils de la lignée, le contrat stipulait qu'Élise renoncerait à toute revendication patrimoniale au nom de son enfant, jusqu'à ce que la famille juge opportun de lui reconnaître des droits futurs. C'était un piège. Parfumé de légalité, elle lut la première page. Puis la deuxième. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Non pas à cause du papier, mais à cause du naturel avec lequel tous attendaient son obéissance, dehors, au-delà des hautes fenêtres. Paris restait illuminé, avec ses voitures coincées sur les avenues et ses hélicoptères, traversant le ciel des gens de pouvoir, mais à l'intérieur de cette pièce, le monde avait rétréci. Jusqu'à tenir dans la distance entre sa main et un stylo en argent, Madame Éléonore se leva, avec la délicatesse répétée d'une femme habituée à humilier, sans jamais perdre sa posture. Sa robe couleur champagne brillait sous la lumière, et son collier d'émeraude ressemblait à une laisse conçue pour rappeler aux autres qui commandaient « Tu dois comprendre une chose. Élise, le nom de Vaucresson n'est pas un abri gratuit. Il exige de la discipline, du silence et de la gratitude. » Élise sentit l'enfant bouger dans son ventre. Une petite poussée de vie contre un environnement où tout sentait le contrôle. Antoine observait sa femme comme s'il s'agissait d'une négociation difficile, et non de la femme qu'il avait un jour juré de protéger. « Ma mère essaie simplement d'éviter que tu ne commettes une erreur. » dit-il. « Quelle erreur ?» demanda Élise, avec un calme qui irrita encore plus l'assemblée. « L'erreur de croire que tu peux utiliser cette grossesse pour nous faire chanter. » Elle prit une profonde inspiration. Elle ne pleura pas. Cette absence de larmes dérangea plus que n'importe quel cri. « Antoine, je ne vous ai jamais demandé d'argent. Je n'ai jamais demandé de poste, de bijoux, d'appartement. Oh rien. J'ai demandé du respect. Il rit. Sans aucune joie. Le respecte. Ça se gagne. » Oh, Élise ferma le dossier. « Alors, aujourd'hui, vous avez perdu le mien. Anzira. » La phrase traversa la table comme un couteau silencieux.
Un cousin d'Antoine détourna le regard. La tante la plus âgée porta la main à sa poitrine. Non par compassion, mais par peur d'un scandale mondain. Le visage de Madame Éléonore se durcit, et Antoine resta immobile pendant quelques secondes. Comme s'il ne reconnaissait pas la femme face à lui, à cet instant précis. Élise comprit. Elle avait passé des mois à essayer de sauver un foyer qui ne lui avait jamais vraiment permis d'entrer. Elle se souvint des fois où Madame Éléonore l'avait corrigée devant les domestiques, des rendez-vous médicaux, où Antoine avait promis d'aller, sans jamais apparaître. Des nuits où elle avait entendu son mari discuter de dettes au téléphone, pour ensuite sourire au petit déjeuner. Comme si la famille était invincible. À son doigt, la bague ancienne semblait peser plus lourd. Ce n'était pas une alliance de mariage. C'était une pièce en or mat, ornée d'une petite pierre sombre, un héritage que son père avait glissé dans sa main avant la cérémonie, en lui disant simplement que certaines portes ne devaient être ouvertes que lorsqu'elle choisirait de revenir. « Élise, prends le stylo », ordonna Antoine. Sa voix n'était plus froide. Elle était beaucoup trop basse, chargée d'une honte qu'il ne savait pas nommer. La honte d'être défiée devant sa famille. La honte de réaliser que sa femme ne tremblait plus comme avant. Elle regarda le stylo. Puis elle le regarda. Louis. Non. Axu. Ce fut un mot court. Mais il fit perdre des couleurs à Madame Éléonore. Antoine repoussa sa chaise en arrière avec violence. Et le bruit écorcha le sol en marbre. Tu ne vas pas transformer ma maison en scène de théâtre? Antobai. Élise se leva également. Lentement. Une main sur la table, l'autre protégeant son ventre. Ta maison. J'ai dormi ici. J'ai déjeuné ici. J'ai souri à tes invités ici. Mais ce n'a jamais été ma maison. Tu as tenu à me le rappeler tous les jours. En Cédri, il s'approcha. Ne me défiez pas. Bossevinoin. Elle sentit l'odeur de son parfum cher, le même parfum qu'elle avait un jour associé à la sécurité. Maintenant, il sentait la menace. Je ne te défiais pas. Antoine. Je me choisis. Enfin, personne ne bougea lorsqu'Antoine lui attrapa le bras. Ce ne fut pas un geste explosif. Ce fut pire. Car il venait avec la certitude de quelqu'un habitué à se faire obéir. Élise tenta de se dégager sans faire de scène. Mais il serra plus fort. Et la salle entière fit semblant de croire qu'il ne s'agissait encore que d'une dispute de couple. « Lâche mon bras », dit-elle. « Tu Vestina, je ne le ferai pas. Tu n'as nulle part où aller. » Anand. Élise le regarda avec une tristesse si pure qu'elle ressembla presque à de la pitié. Ça, c'est le mensonge auquel j'ai le plus essayé de croire. Oftez. Le visage d'Antoine se ferma. D'un mouvement brusque, il la repoussa loin de la table. Élise perdit l'équilibre. Son corps heurta le côté d'une chaise. Et elle tomba sur l'épais tapis, protégeant son ventre avant même de penser à elle-même. Le choc fit basculer un verre. Le vin sombre se répandit comme une tache vivante sur la nappe blanche, pendant 2 secondes, et personne ne respira. Puis, Madame Éléonore murmura « Mon Dieu !» Antoine. Mais elle ne courut pas vers Élise. Élise resta au sol. Elle sentait son cœur battre beaucoup trop fort. Une douleur sourde dans son bras. Et une peur glaciale lui traversait la poitrine. Il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas de cri. Mais il y avait quelque chose d'irrémédiable dans cette position. Elle, enceinte, sur le tapis de la salle à manger, entourée par une famille entière, qui ne comprenait que maintenant la gravité de son propre silence. Antoine tendit la main. « Trop tard. Élise. Lève-toi. Ce n'était pas ça. » Tokom. Elle recula avant qu'il ne puisse la toucher. Ce petit geste le blessa plus qu'une gifle. « Ne t'approche pas de moi. » Oxplance. Sa voix sortit basse. Mais ferme. L'enfant bougea de nouveau. Et elle ferma les yeux un instant, remerciant le ciel de sentir la vie. Là où tous avaient essayé de planter la peur, alors, avec effort, Élise sortit son téléphone de la poche intérieure du manteau léger qu'elle portait sur sa robe. L'écran était fissuré sur le bord à cause de la chute. Elle le déverrouilla de ses doigts tremblants. Ouvrit une conversation enregistrée simplement sous le nom de « Papa » et tapa quelques mots.
Papa. Aujourd'hui, je choisis de rentrer. Elle envoya le message avant qu'Antoine ne puisse comprendre. Madame Éléonore vit le geste et s'approcha enfin, pas pour aider, mais pour arracher le contrôle flottant dans l'air. À qui envoies-tu des messages? Élise, ne sois pas infantile. Nous allons régler ça en famille. L'école. Le mot famille fit rire. Élise sans un bruit. Une famille n'encercle pas une femme enceinte pour retirer les droits de son propre enfant. En ce qu'Antoine Antoine passa une main dans ses cheveux pâles, tentant de retrouver son autorité. Tu exagères. J'ai perdu la tête une seconde. Anyways, Élise s'appuya sur la chaise et commença à se lever doucement, refusant l'aide de quiconque. Une seconde révèle bien plus que des années de discours. Ok, l'un des oncles murmura que tout cela devait rester entre eux, qu'il y avait du personnel dans la maison, et que le nom de Vaucresson ne pouvait pas apparaître dans les ragots de la haute société. Élise comprit alors l'entière vérité. Il ne s'inquiétait pas pour elle. Il s'inquiétait pour la porte, pour les murs, pour ce que les agents de sécurité pourraient entendre, pour la possibilité que le monde découvre que l'élégance de cette famille n'était qu'un vernis posé sur des fissures profondes. Elle resta debout, étourdie, mais debout. Le téléphone d'Antoine vibra sur la table, puis ce fut celui de Madame Éléonore, puis celui de l'oncle, de la cousine, de l'avocat privé de la famille qui attendait dans la pièce d'à côté. Une cascade de notifications qui résonna comme de la pluie contre une vitre. Antoine prit l'appareil et pâlit d'une manière différente. Pas de culpabilité, mais d'une peur professionnelle. Pourquoi le service juridique de l'entreprise m'appelle à cette heure-ci? Madame Éléonore fronça les sourcils. Réponds, avant même qu'il ne puisse toucher l'écran. Les lumières des phares apparurent à travers la fenêtre principale. 3 véhicules noirs s'arrêtèrent devant l'hôtel particulier. Beaucoup trop alignés pour être une visite fortuite. Le chef de la sécurité traversa le couloir à la hâte. Il perdit une partie de sa prestance et glissa quelques mots à l'oreille de Madame Éléonore. Elle se figea. « Octave de Rochefort », répéta-t-elle. Comme si le nom était entré dans la pièce avant l'homme lui-même. Élise ferma les yeux. Pas d'un soulagement complet, mais d'acceptation. Antoine la regarda. « Qui est Octave de Rochefort » demanda-t-il. Posant la question pour la première fois de la soirée, Élise ne répondit pas. Elle laissa le silence faire ce qu'elle avait fait pendant trop longtemps, porter la vérité. La double porte de la salle s'ouvrit sans violence, mais avec une autorité qui fit reculer tout le monde d'un pas. Octave de Rochefort entra le premier. Costume sombre. Cheveux grisonnants impeccables. Une expression beaucoup trop sereine pour la scène qu'il découvrait. Derrière lui avançaient 4 avocats, 2 assistants, et Maxime Laurent, un homme grand, au regard attentif, portant une mallette, en cuir sans aucune hâte. Maxime vit Élise avant de voir qui que ce soit d'autre. Ses yeux descendirent vers la main d'Élise posée sur son ventre, puis vers la marque rouge sur son bras. Quelque chose dans sa posture changea radicalement. Antoine tenta de parler en premier, car les hommes comme lui croyaient que la première voix pouvait encore sauver le récit. « Monsieur, il y a eu un malentendu familial. » And proof. Octave ne le regarda pas immédiatement. Il marcha jusqu'à Élise, s'arrêta à une distance respectueuse et demanda « Ma fille, est-ce que tu peux tenir debout ?» La pièce entière sembla perdre le sol. Madame Éléonore porta la main à son collier. Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Élise hocha la tête, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait encore de verser. Octave se tourna alors vers Antoine. Et on n'écria pas. Il ne pointa pas du doigt. Son calme était bien plus effrayant que n'importe quelle menace. « Tu n'as pas seulement bousculé ma fille. Antoine, tu viens de faire tomber le dernier mur qui protégeait ta famille. » Inogno. Antoine recula d'un demi-pas. « Votre fille. » Madame Éléonore tenta de recomposer son masque. « Monsieur de Rochefort. Si nous avions su... » Handstack. Octave la coupa d'un simple regard. « Vous saviez qu'elle était humaine. Cela aurait dû suffire. » Biseng. Maxime s'avança vers Élise et parla d'une voix basse, sans la toucher, sans permission préalable. « Élise, je suis Maxime Laurent. Votre père m'a demandé de venir avec l'équipe. M'autorisez-vous à appeler votre médecin et à consigner formellement ce qui s'est passé ici? »
Élise regarda Antoine. Elle regarda le dossier bleu marine sur la table, le vin tachant la nappe. Et tous ces visages qui, quelques minutes auparavant, la jugeaient si petite. Alors, elle respira profondément et répondit « Je l'autorise. » Et personne ici ne touche à mon fils. D'Orbly, Antoine fit un pas désespéré. Élise. Pour l'amour de Dieu. Ensway, elle le fixa droit dans les yeux. Tu aurais dû te souvenir de Dieu avant de lever la main contre ma dignité. De Prine. Maxime ouvrit sa mallette en cuir. Et le bruit du fermoir résonna comme le début d'une sentence. L'un des avocats d'Octave remit des documents à l'avocat de la famille de Vaucresson. Ce dernier était apparu dans le couloir. La cravate des travers, affichant l'expression dévastée de celui qui reconnaissait les noms, avant même de lire les pages. Octave ne parla pas d'argent. Ce n'était pas nécessaire. Il parla de mesures légales, de préservation des preuves, de protection immédiate. Il évoqua des communications formelles aux organes compétents et au conseil d'administration impliqué dans les contrats en cours d'analyse, des mots propres, pour des conséquences sales pour ceux qui avaient quelque chose à cacher. Madame Éléonore s'assit lentement, comme si ses jambes ne supportaient plus le poids de son nom de famille. Antoine regardait Élise comme s'il la voyait pour la toute première fois, et en même temps, il réalisait qu'il ne l'avait jamais vraiment regardée. Elle ne sourit pas. Elle ne célébra pas sa victoire. Elle retira simplement son alliance de mariage et la posa sur la table. À loin du dossier qu'ils avaient voulu lui faire signer, la bague ancienne des Rochefort demeura à sa main quand Élise marcha vers la sortie. Maxime l'accompagna à quelques pas. Attentif, sans jamais envahir son espace. Octave resta en arrière un instant, fixant la famille de Vaucresson comme on ferme une lourde porte, dans le hall en marbre, et l'air semblait moins suffocant. Même si les agents de sécurité, les avocats et les voitures noires rendaient impossible de feindre la normalité, Antoine apparut derrière elle. La voix brisée, pour la première fois. « Élise, je suis ton mari. Tu-en. » Elle s'arrêta, sans se retourner tout de suite. Pendant des mois, cette phrase aurait fait mal. Cette nuit-là, elle résonna de façon dérisoire. « Non, » dit-elle enfin. En regardant par-dessus son épaule, tu étais l'homme qui devait me protéger. Aujourd'hui, tu es devenu la raison pour laquelle je dois partir. Enzi, Maxime baissa les yeux, comme si cette phrase l'atteignait lui aussi. Dans un souvenir lointain, Octave tendit la main à sa fille, mais la laissa choisir de la prendre ou non. Élise descendit les marches seule. Ce n'est qu'ensuite qu'elle accepta son soutien, et lorsqu'elle entra dans la voiture noire, sous les lumières froides de Paris, l'hôtel particulier des Vaucresson resta derrière eux. Comme une maison qui commençait à s'effondrer de l'intérieur, la voiture noire quitta la demeure des Vaucresson sans se presser, comme si cette lenteur même était une forme de jugement. Élise resta sur la banquette arrière, une main sur son ventre, l'autre fermée sur la bague ancienne des Rochefort. À ses côtés, Octave ne posa aucune question inutile. Il observait simplement le visage de sa fille, avec une douleur trop contenue pour tenir dans le silence. Maxime Laurent était assis à l'avant. Il parlait à voix basse au téléphone, organisant la présence d'un médecin, la sécurité, l'enregistrement formel et une équipe de soutien. Sans jamais transformer la fragilité d'Élise en spectacle, lorsque le véhicule s'engagea sur l'avenue des Champs, Élysée, et que les lumières de Paris commencèrent à défiler comme des traits dorés à travers les vitres, Élise brisa le silence. « Je ne veux pas que tu détruises tout pour moi. » Entonces, Octave tourna lentement le visage vers elle. « Je ne suis pas venu détruire pour toi. Je suis venu empêcher qu'il continue de te détruire. » Elle ne fini. Elle ferma les yeux. « J'ai mis trop de temps. » En zero, la voix de son père ne s'adoucit pas. Mais elle se fit plus basse. « Tu as choisi d'aimer. L'erreur vient d'eux. Pour avoir confondu l'amour avec la permission de tout faire. » Yusa, Maxime entendit la phrase par le rétroviseur, mais ne s'autorisa pas à regarder trop longtemps. Il connaissait Octave de Rochefort depuis des années et savait que cet homme laissait rarement transparaître ses émotions en public. Pourtant, cette nuit-là, sa douleur remplissait l'habitacle de la voiture. Élise, de son côté,
ne ressemblait pas à l'héritière secrète qui allait faire tomber une famille puissante. Elle ressemblait simplement à une femme enceinte, essayant de retrouver son souffle après avoir découvert que sa maison n'avait jamais été sa maison. Quand son téléphone vibra, le nom d'Antoine apparut sur l'écran, un appel, puis un autre, puis un court message. « Élise ? Réponds. Nous devons parler avant que cela ne tourne à la tragédie. » « En effet, elle lut sans répondre. Maxime prit finalement la parole. « Avec précaution, vous n'êtes pas obligé de répondre quoi que ce soit maintenant. » Avzak. Élise leva les yeux vers lui dans le rétroviseur. « Vous parlez en tant qu'avocat. Ou en tant que personne qui sait déjà ce que fait une famille comme celle-ci lorsqu'elle perd le contrôle. » Maxime marqua une pause d'1 seconde. Octave perçut la tension, mais n'intervint pas. Pour la première fois de la nuit, sa fille semblait poser une question, non pas pour être sauvée, mais pour comprendre le champ de bataille, dans l'appartement sécurisé d'Octave, situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris, tout n'était que vert. Béton clair et silence hors de prix. La ville brillait en contrebas. Indifférente à la chute d'une femme et au début de la ruine d'un nom de famille, une femme médecin obstétricienne arriva avant même qu'Élise n'ait pu retirer son manteau. Accompagnée d'une infirmière discrète. Maxime resta à l'extérieur de la pièce, près de la porte, tandis qu'Octave faisait les 100 pas. Un verre d'eau intact à la main. « Elle va s'en sortir », demanda le père. Ce fut la première phrase où sa voix se brisa. La médecin répondit avec une fermeté tranquille. Elle allait tout examiner avec soin. Élise avait besoin de repos. Et le bébé montrait des signes stables pour le moment. Élise écouta et laissa enfin échapper une larme. Non pas pour Antoine, ni pour la famille de Vaucresson, mais de soulagement, de sentir que la vie en elle résistait encore. Lorsque la médecin demanda l'autorisation de documenter les marques sur son bras, Élise acquiesça. « Documentes tout. Pas pour me venger, mais pour que personne ne puisse dire demain que j'ai tout inventé. » Pendant qu'Élise était examinée, Maxime reçut les premiers rapports de l'équipe restée sur place. À l'hôtel particulier, l'avocat personnel des Vaucresson avait signé la réception des notifications initiales, mais Madame Éléonore avait refusé de remettre les enregistrements de la vidéosurveillance de la salle à manger. Tila Ensoy. En disait long, sur le téléphone de Maxime. Les messages affluaient sur 3 fronts, l'équipe du droit des sociétés, l'équipe du droit de la famille, et les enquêteurs financiers qu'Octave maintenait en silence. Depuis des mois, il entra dans le bureau de l'appartement, où Octave l'attendait face à un bureau beaucoup trop vide. Ils vont essayer de faire passer Élise pour une opportuniste d'ici demain matin. Dites Maxime. Octave hocha la tête. Éléonore a toujours préféré assassiner les réputations avant que les documents n'arrivent sur la table. Enzeni. Maxime ouvrit sa mallette en cuir. Le contrat qu'ils ont essayé de faire signer à Élise est fragile. Mais il révèle l'intention. Et l'agression change absolument tout. Even. Octave regarda la porte fermée de la pièce où se trouvait sa fille. J'aurais dû ramener Élise plus tôt. June. Maxime n'adoucit pas ses mots. Elle ne serait pas venue. And is gonna die. Le père ferma les yeux un instant. Je sais. C'est ça mon châtiment. In français, à l'hôtel particulier des Vaucresson, l'élégance s'était métamorphosée. En une panique organisée, Madame Éléonore fit changer la nappe tachée de vin. Comme si effacer une tache pouvait effacer la nuit entière. Antoine marchait de long en large dans le salon, le visage toujours livide. Le téléphone collé à la main. Qui est Octave de Rochefort ? En réalité, demanda-t-il à l'avocat de la famille, l'homme mit beaucoup trop de temps à répondre. Un nom que votre famille aurait dû respecter avant de le provoquer. And the it. Madame Éléonore se retourna avec fureur. Ne me parlez pas comme si nous étions finis. L'avocat prit une grande inspiration. Madame, comprenez-vous ce que signifie le fait que Rochefort Capital révise les contrats liés au groupe Vaucresson ? L'oncle d'Antoine murmura que c'était impossible. Que les Rochefort n'apparaissaient jamais, qu'ils ne donnaient jamais d'interview, ne s'impliquaient jamais directement. Madame Éléonore serra son collier d'émeraude contre son cou. Elle était sa fille. Et elle n'a jamais rien dit. Tumed Zira. Antoine s'arrêta. Pour la première fois, la question ne sonnait pas comme une accusation contre Élise, mais comme un aveu d'ignorance.
Le nom d'Octave de Rochefort circulait dans le monde de la finance européenne comme une porte sans poignée. Tout le monde savait qu'elle existait. Mais très peu y entraient. Il ne figurait pas sur les couvertures de magazines. Ne faisait pas de discours sur le pouvoir. Ne souriait pas lors des galas de charité pour acheter l'admiration. Ses investissements surgissaient comme des ombres dans les grandes restructurations. Des banques privées. Des fonds de crédit. Des entreprises qui survivaient uniquement parce que quelqu'un d'invisible avait décidé qu'elles valaient encore le risque. Antoine le savait maintenant. Mais trop tard. Tout en écoutant son avocat lui expliquer que certains des prêts qui soutenaient le groupe Vaucresson étaient passés par des fonds liés aux structures de Rochefort Capital, Madame Éléonore tenta de reprendre le contrôle avec son vieux poison. Alors elle est entrée dans cette famille pour nous espionner. Antoine répéta l'idée. Mais sa voix n'était pas aussi assurée. L'avocat secoua la tête. Non. D'après ce que je vois, elle est entrée comme une épouse. C'est vous qui avez essayé de la transformer en une simple signature. Ansebe. La phrase tomba sur la pièce comme une gifle cinglante. De retour à l'appartement, Élise sortit de son évaluation médicale à pas lents. Une couverture claire posée sur ses épaules. Octave se leva immédiatement, mais s'arrêta avant de la toucher. Il comprenait maintenant que l'amour pouvait aussi étouffer. Lorsqu'il prenait la forme du contrôle, Élise remarqua le geste interrompu. Et cela la blessa d'une autre manière. « Tu peux me prendre dans tes bras. » « Papa ?» Octave franchit la distance avec une rapidité presque douloureuse. Il l'enlaça avec précaution. Comme si elle était encore la petite fille qui courait dans les couloirs de l'ancienne maison des Rochefort à Deauville. Avant d'apprendre que les noms de famille pouvaient attirer les prédateurs. « Je suis tellement désolée, » dit-il. Élise serra les yeux. « Tu savais qu'ils avaient des dettes. » Ce n'était pas une question. Octave ne mentit pas. « Je savais que la famille de Vaucresson était fragilisée. Je ne savais pas jusqu'où ils iraient avec toi. » Nusta. Elle s'écarta juste assez pour le regarder en face. « Mais tu te méfiais d'Antoine. » Qu'est-ce que Son silence répondit avant sa voix. Il se méfiait du système qui avait façonné Antoine. Élise sentit la colère monter. Brûlante. Mêlée à la fatigue. Et pourtant, tu m'as laissé l'épouser. Timblegunner. Octave reçut l'accusation sans se défendre. Je t'ai laissé choisir. Être que j'ai confondu le respect et la lâcheté. Aisenable. Maxime n'entra que lorsqu'Élise l'y autorisa. Il apportait des documents, mais ne les posa pas devant elle immédiatement. Avant toute mesure, vous devez décider ce que vous voulez faire aujourd'hui. Pas ce que veut votre père, ni ce que Rochefort Capital peut accomplir. Ce que vous voulez. Vous, is a Padre. Élise observa cette nuance avec attention. Depuis son mariage, tout le monde parlait autour d'elle. Comme si son corps, son fils et son avenir étaient des affaires de famille. D'entreprise ou de réputation. Maxime était le premier. Cette nuit-là, à remettre la décision entre ses mains, « Je veux sortir de ce mariage », dit-elle. La phrase l'effraya une fois prononcée, mais elle libéra aussi de l'espace dans sa poitrine. Octave serra le poing lentement. Comme s'il retenait son envie de célébrer, Maxime acquiesça simplement. Alors, nous commencerons par une protection formelle. Séparation de corps. Préservation des preuves. Et communication directe uniquement par avocat interposé. Quant au bébé, nous allons garantir qu'aucune décision patrimoniale ne soit prise sans supervision légale. Ahezi, Élise prit une inspiration. Et sa famille, Maxime regarda Octave. Puis revint vers elle. Sa famille va tenter d'attaquer votre réputation avant de perdre le contrôle de la sienne. Ansteux, la prédiction se réalisa avant l'aube. À 5h40 du matin, une note anonyme commença à circuler parmi les chroniqueurs financiers et les profils spécialisés dans les coulisses de l'élite parisienne. Le texte insinuait qu'Élise, l'épouse enceinte d'Antoine de Vaucresson, avait quitté le domicile après une dispute liée à l'argent et menaçait d'utiliser sa grossesse pour obtenir des avantages. C'était assez subtil pour paraître être une information venant d'une source proche et assez cruelle pour porter l'empreinte de Madame Éléonore. Maxime montra l'écran à Élise, seulement après qu'elle eut pris son petit déjeuner, et entendu à nouveau, de la bouche de la médecin, qu'elle devait se reposer. Elle lut tout en silence. Octave, près de la fenêtre, semblait prêt à racheter tous les journaux du pays
juste pour les faire fermer. Élise posa sa tasse avec un calme inattendu. Ils ont commencé. And you do? Maxime répondit. Oui. And the sexton. Elle regarda son propre reflet dans la vitre. Pâle. Avec des cernes. Mais bien droite. Alors, je ne vais pas me cacher comme une coupable. W. Octave se retourna. Élise. Oi. Elle éleva la main. Non. Papa. Cette fois. Et je parle. Avant qu'il ne parle à ma place. Endeavour May. Maxime l'observa comme quelqu'un qui reconnaît un changement qu'aucun document ne peut enregistrer. La femme qui était sortie chargée de douleur de l'hôtel particulier commençait maintenant à réorganiser sa propre voix. Ce n'était pas de l'impulsivité. C'était l'établissement d'une limite. Il s'approcha de la table et ouvrit un bloc-notes vierge. Nous pouvons préparer une déclaration courte, sans détails intimes, sans exposition inutile, mais suffisamment ferme pour les empêcher de contrôler le récit. Ah ça, Élise acquiesça. Je veux qu'elle dise simplement que je suis en sécurité, entourée de mon équipe médicale et juridique, et que toute tentative de manipuler les faits concernant ma grossesse sera traitée par la voie légale. Ensemble. Octave haussa un sourcil. Presque fière. Ma fille est de retour. En fait, Élise le regarda avec une tendresse fatiguée. Pas encore. J'ai juste arrêté de fuir. Audible. Maxime écrivit la phrase. Mais intérieurement. Il sentit qu'elle avait dit quelque chose de bien plus grand. Antoine avait pu bousculer Élise devant sa famille. Madame Éléonore pouvait essayer de la pousser face à l'opinion publique. Mais dans cet appartement dominant Paris, Élise plantait enfin ses pieds sur son propre sol. Le matin même, Antoine apparut au portail de l'immeuble d'Octave. Sans prévenir, il ne parvint pas à dépasser la réception. Le concierge, briefé par une équipe de sécurité qui ne posait aucune question, garda un ton poli, tout en l'informant que Madame Élise ne recevait pas de visite. Antoine regarda les caméras. Les agents discrètes, la rue Immaculée, où les berlines de fonction s'arrêtaient sans faire de bruit. Pour la première fois, il ressentit ce qu'Élise avait ressenti pendant des mois. Se trouver à l'extérieur d'une porte que quelqu'un de plus puissant pouvait maintenir fermée, il l'appela encore une fois. L'appel n'aboutit pas. Il envoya un message. « Élise, j'ai commis une erreur. Mais tu ne peux pas détruire ma famille. » Andest, à l'étage. Élise reçut la phrase pendant que Maxime révisait la déclaration finale. Elle montra son téléphone à l'avocat. Il pense toujours que c'est sa famille qui est la victime. And so, Maxime répondit avec une dureté tranquille. Les hommes comme Antoine qualifient de destruction le moment précis où ils perdent le droit de détruire les autres. And a pause. Élise ne sourit pas. Mais cette phrase s'installa en elle comme une nouvelle protection. Lorsque le communiqué fut envoyé, l'effet fut immédiat. Il ne révélait pas le nom de Rochefort sur un ton de menace. Il ne détaillait pas la violence. Il ne transformait pas la douleur d'Élise en spectacle. Il informait simplement qu'elle était sous suivi médical et juridique, que des mesures formelles seraient prises, et que toute tentative de déformer les faits serait affrontée dans les limites de la loi. Cependant, la signature changea tout. Élise de Rochefort-Vaucresson, représentée par Maxime Laurent et l'équipe juridique de Rochefort Capital. Early, en moins de 20 minutes. Les mêmes chroniqueurs qui avaient reçu la note anonyme commencèrent à effacer des phrases, à réviser leurs titres, à chercher des confirmations. Dans le groupe interne de la famille de Vaucresson, le silence se transforma en panique. Madame Éléonore lut le nom Rochefort, maintes et maintes fois, comme si elle pouvait l'arracher de l'écran avec ses yeux. Antoine sit. Seul, dans le bureau de l'hôtel particulier, entouré des portraits de ses ancêtres qui semblaient le juger. Il réalisa, trop tard, qu'il n'avait pas poussé une femme sans défense. Il avait poussé la seule personne qui aurait encore pu choisir de le sauver. À la fin de l'après-midi, Élise demanda à rester seule quelques minutes sur la véranda fermée de l'appartement. Paris s'étendait devant elle. Immense, bruyante, vivante, avec ses bâtiments de verre et ses avenues impatientes. Octave resta à l'intérieur. Respectant la distance, Maxime laissa sur la table les documents de séparation initiale. Sans précipitation.
pour qu'elle puisse les signer à cet instant précis. Élise toucha son ventre et parla doucement, comme si elle discutait avec l'enfant. « Je te promets que tu n'apprendras jamais que l'amour, c'est d'avoir peur. » And Chris. Maxime l'entendit par hasard et détourna le visage par respect. Octave l'entendit aussi, et ses yeux se remplirent d'une vieille culpabilité. À cet instant, Élise comprit que l'arrivée de son père et des avocats n'était pas la fin de la guerre. Ce n'était que le début. Antoine se battrait encore pour imposer sa version. Madame Éléonore tenterait encore de sauver son nom. Et elle devrait encore affronter la douleur d'admettre qu'elle avait aimé un homme capable de confondre la force et la cruauté. Mais il y avait une différence. Maintenant, quand la nuit tomberait sur Paris, Élise ne serait plus agenouillée sur le tapis de personne. Le lendemain matin n'apporta pas la paix. Juste une forme de guerre plus élégante. Élise se réveilla dans la chambre blanche de l'appartement d'Octave, avec la sensation d'avoir dormi à l'intérieur d'une vitre trop fine. Le genre de vitre qui semble solide jusqu'à la première fissure. La médecin avait recommandé le repos. Mais son corps ne savait pas comment se détendre alors que son téléphone vibrait sous l'assaut des actualités. Des messages bloqués et des gros titres réécrits heure par heure. Le communiqué signé par son équipe juridique avait empêché la famille de Vaucresson de dominer complètement l'histoire. Mais il n'avait pas effacé le venin déjà répandu. Dans les cercles fermés de l'élite parisienne, elle était désormais décrite comme l'épouse ingrate. La femme enceinte ambitieuse qui avait dissimulé son propre nom de famille pour tendre un piège. Élise lut l'une de ces phrases par erreur et sentit son estomac se retourner. Maxime, assis à la table du salon avec une pile de documents, remarqua le changement sur son visage. « Ne lisez pas seul, » dit-il. Sans dureté, Élise serra son téléphone. « Il parle de mon fils. » Ennis Brown. Maxime referma le dossier lentement. « Alors, nous allons faire en sorte qu'il réponde de chaque mot. » Austin. Octave voulut l'empêcher d'assister à la réunion de l'après-midi. Mais Élise refusa avec le même calme qu'elle avait utilisé face à Antoine. « Papa, si le sujet c'est moi, il reste. » Duty. Il passa la main dans ses cheveux gris. Un geste rare chez un homme, qui contrôlait jusqu'à sa manière de respirer devant ses adversaires. « Tu dois te préserver. » Endef. Elle soutint son regard. C'est exactement cette phrase qui m'a fait taire pendant trop longtemps. People honest. Le coup atteignit Octave avec précision. Maxime observa les deux sans interférer, comprenant que cette guerre n'était pas seulement contre les Vaucresson, c'était aussi une guerre contre un type d'amour qui protège en cachant, qui décide en silence, et qui appelle ensuite ce silence de l'attention. Élise s'assit à la table en verre. Toujours pâle, mais droite. La bague des Rochefort brillait discrètement à sa main, bien différente de l'alliance qui était restée sur la table tachée de l'hôtel particulier. « Je veux tout savoir, » dit-elle. Octave respira profondément. « Tout peut faire mal. »« En fait, Élise répondit sans ciller. « Hier, j'ai découvert que ne pas savoir fait mal aussi. »« Ah, crew. » Maxime ouvrit le premier rapport. Il n'y avait aucun drame dans sa voix. Et c'est peu, être pour cela que chaque information paraissait encore plus lourde. La famille de Vaucresson traversait une crise financière ancienne, dissimulée sous des événements somptueux. Des couvertures de magazines économiques et des alliances sociales soigneusement entretenues, certaines entreprises du groupe avaient été utilisées pour couvrir les pertes d'autres filiales. Des contrats de garantie circulaient entre les holdings familiales comme s'il s'agissait de pièces échangées dans un jeu privé. Rien de tout cela n'était expliqué avec des termes trop techniques. Maxime savait qu'Élise n'avait pas besoin d'un cours sur les marchés financiers. Elle avait besoin de comprendre comment sa vie avait été happée par cet engrenage, 3 mois avant votre mariage. Expliqua-t-il en faisant glisser une copie imprimée vers elle. Madame Éléonore a contacté un cabinet de conseil pour cartographier d'éventuelles relations qui rapprocheraient le groupe Vaucresson de sources de crédit moins exposées. Élise lut la page. Mais les lettres semblaient bouger. Il y avait des dates, des réunions, et son nom, entouré dans une note. Élise de Rochefort. Profil discret. Fille unique. Sans exposition publique. Aldezes. Son cœur sombre. Il savait qui j'étais. Enzesbein. Octave répondit à voix basse. Éléonore s'en doutait. Enzect. Cette révélation ouvrit une douleur nouvelle.
différente de la chute, différente des humiliations. Élise pensa au début de son mariage, au geste d'Antoine qu'elle avait interprété comme un courage romantique. Il l'avait présenté à sa famille en disant qu'il ne se souciait pas de ses origines, qu'il en avait assez des femmes intéressées par les noms de famille, qu'avec elle, tout semblait simple. Maintenant, cette simplicité prenait une toute autre forme. Être qu'Antoine ne savait pas toute la vérité. Être en savait-il assez pour accepter les directives de sa mère. Cette incertitude était presque pire. Il m'a choisi. Ou il m'a utilisé, demanda Élise. Et la question ne semblait destinée à personne en particulier. Maxime garda le silence un instant, comme s'il mesurait à quel point une réponse honnête pouvait blesser. Nous ne savons pas encore jusqu'à quel point Antoine a participé avant le mariage. Mais nous savons qu'après, il a permis qu'on fasse pression sur vous. It's very. Élise ferma les yeux. Le bébé bougea, et elle posa la main sur son ventre. Comme on retient son propre monde, j'ai construit des souvenirs sur un sol qui n'a pu être jamais existé. Itender. À l'hôtel particulier des Vaucresson, Antoine cherchait lui aussi le sol, mais ne trouvait que des fissures. Il avait passé la nuit sans dormir, alternant la colère, la peur et une culpabilité qui surgissaient par flash beaucoup trop rapides pour se transformer en un véritable repentir. Dans la bibliothèque, Madame Éléonore recevait 2 conseillers en communication et l'avocat de la famille. Son plan était simple et cruel: transformer Élise en une femme manipulatrice qui s'était infiltrée dans la famille en cachant sa filiation, suggérer une instabilité émotionnelle due à la grossesse, et présenter Antoine comme un mari acculé par des menaces patrimoniales. Antoine écouta tout, les bras croisés, jusqu'à ce qu'une phrase le fasse réagir. « Nous n'allons pas dire qu'elle a inventé la chute », déclara-t-il. Madame Éléonore leva ses yeux froids vers lui. « Personne n'a besoin de dire qu'elle l'a inventée. Il suffit de suggérer qu'elle l'a exagérée. » Aïe. Il affronta le regard de sa mère. « Je l'ai poussée. » Aïe. La pièce resta immobile. Madame Éléonore s'approcha doucement. « Tu as perdu le contrôle lors d'une dispute privée. Ne donne pas le couteau à celui qui veut te trancher la gorge. »« Heidi » Antoine murmura. Plus pour lui-même que pour elle. Elle était enceinte. « Havelnand » Madame Éléonore répondit sans hésiter. « Et c'est pour ça qu'elle est dangereuse. » « Daddy » La phrase de sa mère resta gravée dans l'esprit d'Antoine comme une tâche impossible à nettoyer. Dangereuse. Élise, qui demandait s'il voulait un café avant ses réunions difficiles, qui gardait les invitations de ses rendez-vous médicaux, en espérant qu'il apparaisse, qui souriait à Madame Éléonore. Même après avoir été corrigée devant le personnel, dangereuse, pour la première fois. Le mot ne collait pas, mais Antoine ne savait toujours pas si sa culpabilité était de l'amour, ou simplement la peur de perdre. Lorsqu'il entra dans la chambre qu'il avait partagée avec Élise, il trouva son armoire presque intacte. Ses robes claires, ses livres sur la maternité, une boîte de lettres qu'elle n'avait jamais envoyée. Sur la commode, il y avait un petit bracelet de bébé acheté dans une boutique discrète de Paris. L'étiquette encore attachée. Il le prit et ressentit une douleur qu'il ne savait pas où ranger. Son téléphone vibra. C'était Madame Éléonore, exigeant qu'il descende pour enregistrer un message vocal destiné aux alliés de la famille. Antoine se regarda dans le miroir et vit un homme qui avait toujours cru que le contrôle était une force. Maintenant, son image ne reflétait que celle de quelqu'un de petit, essayant d'endosser un nom de famille beaucoup trop grand. Dans l'appartement d'Octave, l'après-midi apporta une nouvelle pièce sur l'échiquier. Une femme nommée Sylvie apparut, accompagnée par l'un des enquêteurs de Rochefort-Capitale. C'était une ancienne assistante de Madame Éléonore, licenciée quelques mois plus tôt, sous la vague accusation d'une rupture de confiance. Elle portait des vêtements simples, un sac usé, et gardait les mains si serrées que les jointures de ses doigts étaient blanches. Élise la reconnut vaguement d'un ancien dîner, quand Madame Éléonore l'avait traitée d'incapable pour avoir servi le café à la mauvaise température. Maxime proposa un verre d'eau et assura qu'elle n'était pas obligée de parler sans une protection formelle. Sylvie regarda Élise. Et pendant un instant, la honte l'emporta sur la peur. « Je vous ai vu pleurer dans le couloir de la maison. Une fois. J'aurais dû dire quelque chose. Is it a pray ?» Élise ne répondit pas par une accusation.
Pourquoi être venue maintenant? La femme sortit une petite clé USB de son sac, parce que Madame Éléonore m'a ordonné de supprimer des emails. Je les ai effacés de son ordinateur, mais avant, j'en ai sauvegardé une copie. Desazing. Maxime ne toucha pas immédiatement l'objet. Il demanda d'abord « Savez-vous ce que cela contient ?» Sylvie hocha la tête. La raison pour laquelle il voulait que le bébé n'ait aucun droit clair. En fait, les documents de Sylvie ne résolvaient pas tout. Mais ils reliaient des points qui flottaient auparavant comme de simples soupçons. Il y avait des messages sur le contrat qu'Élise avait été forcée de signer, des directives pour réduire toute possibilité de conflit patrimonial futur, et un échange spécifique entre Madame Éléonore et un consultant externe, sur le risque que le nom de Rochefort ne devienne public avant la stabilisation des dettes du groupe. Dans l'un des messages, la phrase était courte et dévastatrice. Tant que la fille croit qu'elle est seule, elle signera n'importe quoi pour protéger son enfant. Of the two. Élise lut cette ligne plusieurs fois. Elle ne pleura pas. C'était comme si une part d'elle avait passé la nuit entière à pleurer de l'intérieur et qu'elle était maintenant complètement asséchée. Octave détourna le visage, envahi par une fureur silencieuse. Maxime, à ses côtés, garda la voix basse. Cela prouve l'intention. Nous devrons encore valider l'origine, le contexte et l'intégrité des fichiers. On a daigné. Élise hocha la tête. Faites tout dans les règles. Je ne veux pas gagner en utilisant des méthodes sales. En feugle. Maxime la regarda avec quelque chose qui échappait au domaine professionnel. C'est exactement pour cela qu'ils ont peur de vous. En vérité. La phrase resta suspendue entre eux pendant une seconde beaucoup trop longue. Élise s'en rendit compte et détourna le regard la première. Non par rejet, mais par peur de ce que toute tendresse pourrait signifier. Alors que son mariage saignait encore, Maxime recula également, discipliné, rangeant ses sentiments au même endroit où il gardait les documents dangereux. Octave, cependant, avait tout vu, et pour la première fois, le père ne sembla pas dérangé. Être parce que Maxime ne regardait pas Élise comme un patrimoine à protéger, ni comme une fragilité à administrer, il la regardait comme quelqu'un qui attendait sa permission, même pour s'approcher de sa douleur. Pourtant, Élise ne voulait pas confondre sécurité et amour. Elle l'avait déjà fait une fois, à la fin de la réunion. Elle demanda à parler seule avec son père. Maxime se retira sans poser de questions. Quand la porte se ferma, Élise posa la clé USB sur la table. Tu avais des gens qui enquêtaient sur ma vie de femme mariée. N'est-ce die? Octave ne n'y a pas. J'avais des gens qui observaient les risques autour de toi. Elle respira profondément. Ce sont de jolis mots pour dire que tu te méfiais de mon mari. Et que tu ne m'as rien dit. Asenbury, le visage de son père vieillit de quelques années. J'avais peur de te perdre. Cet aveu ne guérit rien. Il rendit simplement la blessure plus honnête. Élise se leva et marcha vers la fenêtre, regardant Paris changer de couleur, avec la fin de l'après-midi. Papa, quand maman est morte, tu m'as promis que tu ne déciderais jamais de ma vie à ma place. En bras, Octave ferma les yeux en entendant le souvenir de son épouse. J'ai essayé de tenir parole. Et vous allez. Élise se retourna. Non. Tu as essayé de me protéger sans me laisser connaître le danger. Ce n'est pas ça. La liberté. The second. Sa réponse sortit. Roque. Je pensais que si je te révélais mes soupçons, tu croirais que j'essayais d'acheter tes choix. Laszlo. Élise eut envie de le prendre dans ses bras et de lui crier dessus en même temps. Et maintenant, je découvre que tout le monde en savait plus sur mon mariage que moi-même. Jack. Octave baissa la tête. L'homme qui faisait taire les banquiers ne parvint pas à soutenir le regard de sa fille. Tu as raison. Pekrizingzeri, pour Élise. Cette phrase fut plus dure que n'importe quelle défense. Parce qu'elle l'aimait encore. Et parce qu'aimer quelqu'un n'effaçait pas le droit d'exiger que cette personne réponde aussi de ses propres choix, cette nuit-là, Antoine réussit à lui envoyer un message vocal qui contourna les blocages. Grâce à un numéro inconnu. Élise ne l'écouta que parce que Maxime était à ses côtés. Et parce qu'elle avait décidé de ne plus fuir sa voix. Élise. Je ne savais pas tout. Ma mère a fait des choses sans me le dire. J'ai eu tort. Yell admits.
Mais tu sais que notre mariage n'était pas un mensonge complet. Ne laisse pas ton père détruire ma famille. Pense à notre fils. Nase Padre. La dernière phrase durcit quelque chose en elle. Notre fils. Le même fils dont il avait tenté de réduire les droits à une simple signature. Élise ne répondit pas par un message vocal. Elle demanda à Maxime d'enregistrer le message et de l'ajouter au dossier. Puis, contre l'avis silencieux de tous, elle écrivit une unique réponse. Antoine. Notre fils sera protégé. Précisément parce que j'ai cessé de croire en tes promesses. Ingrose. Elle envoya le message et éteignit l'appareil. Maxime observa son visage. Cela risque de le provoquer. Une fois, Élise posa ses 2 mains sur la table. Fatiguée, mais entière. Tout provoque les hommes qui pensent que l'obéissance, c'est la paix. End of through. Le chapitre de cette guerre se referma tard. Alors que les lumières du quartier de la Défense brillaient encore dans de nombreux bureaux, et que les cafés chers servaient des gens qui appelaient la ruine une restructuration, Maxime retourna au siège de Rochefort Capital pour valider les fichiers de Sylvie, tandis qu'Octave resta dans l'appartement avec sa fille. Respectant enfin son silence, Élise resta éveillée bien après minuit, assise près de la fenêtre, pensant à Antoine, à Madame Éléonore, à son père, à son fils, et à la femme qu'elle avait été. Avant d'accepter des miettes de respect en échange d'une famille de façade, le plus douloureux n'était pas de découvrir que la famille de Vaucresson voulait l'utiliser. C'était d'admettre qu'une partie d'elle avait vu les signes et avait choisi d'appeler ces alertes les difficultés normales du mariage, quand Maxime envoya un court message annonçant que les premières données semblaient authentiques. Élise ne ressentit aucune victoire, mais de la responsabilité. Le lendemain, elle devrait décider si elle était prête à transformer sa douleur en preuve publique. Et pour la première fois depuis sa chute, elle eut peur, non pas de perdre Antoine, mais de découvrir que la femme qu'il aimait encore allait devoir mourir, pour que la mère de son fils puisse vivre, à 9h du matin, la grande salle du conseil d'administration des Vaucresson, au sommet d'une tour vitrée de la Défense, semblait préparée pour une simple réunion de crise. Mais l'atmosphère dénonçait tout autre chose. Des hommes en costume sombre feuilletaient des rapports sans les lire. Des femmes de la direction échangeaient de brefs regards. Et la chaise d'Antoine, en bout de table, paraissait bien plus grande que lui. Madame Éléonore était assise à la droite de son fils, impeccable, portant le même collier d'émeraude que la nuit où Élise était tombée sur le tapis. Cette répétition n'était pas une distraction. C'était un défi. Elle voulait montrer qu'elle tenait encore debout, que la famille de Vaucresson avait toujours un visage de luxe et de contrôle. Antoine, cependant, ne parvenait pas à maintenir le même masque. Ses doigts tapotaient la table à intervalles irréguliers. Et chaque fois que la porte s'ouvrait, il levait les yeux comme un accusé attendant sa sentence. Elle ne viendra pas, affirma Madame Éléonore dans un murmure ferme. Les femmes enceintes pensent au scandale avant de penser au courage. Ord, pour la première fois, Antoine ne répondit pas. Il craignait que sa mère ne connaisse pas Élise aussi bien qu'elle l'imaginait. La porte s'ouvrit à 9h10 à 7. Maxime Laurent entra le premier. Un dossier noir entre les mains, avec un calme qui irrita la moitié de la pièce. Puis arrivèrent 2 avocats de Rochefort Capital, une consultante en gouvernance, et Sylvie, l'ancienne assistante de Madame Éléonore. Elle était visiblement nerveuse, mais soutenue par une formalité qui l'empêchait de paraître fragile. Octave de Rochefort entra ensuite, sans précipitation, et le silence changea de nature. Ce n'était plus de l'attente, c'était de la reconnaissance. Enfin, Élise franchit la porte. Elle portait une robe claire, sans bijoux ostentatoires. L'une de ses mains posée sur son ventre, et la bague ancienne des Rochefort, brillant comme un point de vérité au milieu du vernis de la salle. Antoine se leva immédiatement. Élise. En voilà. Elle ne le regarda pas en premier. Elle regarda la table, les chaises, et les visages qui avaient discuté de son avenir sans sa présence pendant trop longtemps. Ce n'est qu'alors qu'elle parla d'une voix basse. Aujourd'hui, personne ne parle à ma place. Ensuite, Octave s'arrêta derrière elle, pas à ses côtés.
C'était sa manière silencieuse de dire que cette décision lui appartenait. Madame Éléonore sourit. Comme quelqu'un qui croyait encore au pouvoir de l'élégance empoisonnée. Élise. Ma chérie. Ceci est une réunion d'entreprise. Ton état exige du repos. Pas de l'exposition. Ensetraft. Élise tira une chaise et s'assit. Sans demander la permission. Mon état exige du respect. Et c'est exactement le manque de respect qui nous a conduits ici. Annerite, un membre du conseil d'administration, s'éclaircit la gorge. Tentant de récupérer le rituel de l'entreprise, Maxime posa les documents sur la table et parla avec une extrême précision. Nous sommes ici pour aborder 3 points. La tentative de coercition pour la signature d'une renonciation patrimoniale impliquant un enfant à naître, la préservation des preuves relatives à l'incident survenu au domicile des Vaucresson et l'ouverture d'un audit indépendant sur les contrats liés à des opérations de crédit croisé. Mensko, Madame Éléonore rit doucement. Vous venez transformer une querelle familiale en spectacle financier. Tezu, Octave répondit pour la première fois, sans élever la voix. C'est vous qui avez transformé une femme enceinte en instrument de protection patrimoniale. Nous avons simplement apporté de la lumière sur la table. Oit. Antoine ferma les yeux une seconde. Il savait que le mot « lumière » était dangereux pour une famille remplie d'archives obscures. L'avocat des Vaucresson tenta d'attaquer la validité des documents avant même qu'ils ne soient exhibés. Il affirma que les fichiers numériques pouvaient être falsifiés, qu'une ancienne employée rancunière ne devait pas être considérée comme une source fiable, et que Rochefort Capital avait des intérêts économiques évidents dans l'affaiblissement du groupe. Maxime écouta tout sans l'interrompre. Quand l'homme eut terminé, il fit glisser 3 copies certifiées au centre de la table. C'est pour cette raison que nous ne présentons pas uniquement des fichiers numériques, nous avons des registres d'agenda, des copies transférées vers des messageries externes, des données préservées, et la confirmation préliminaire de leur origine par une équipe technique indépendante. Auf day. Sylvie respira profondément, et Élise remarqua que cette femme tremblait, non pas à cause d'un mensonge, mais pour avoir attendu trop longtemps avant de dire la vérité. Madame Éléonore se tourna vers elle avec mépris. « Tu as toujours été faible. » Omtan. Sylvie leva le visage. « Non. Je dépendais simplement du salaire que vous utilisiez pour acheter mon silence. » And for. La phrase frappa les membres du conseil avec plus de force que n'importe quel rapport. Pour la première fois, quelqu'un sans nom de famille important blessait Madame Éléonore en public. Ensuite, Maxime afficha le message central. Celui qui avait transformé les soupçons en une structure solide, tant que la fille croit qu'elle est seule, elle signera n'importe quoi pour protéger son enfant. Zantre. La phrase apparut sur l'écran de la salle. Trop grande pour être ignorée. Élise sentit son estomac se contracter, mais ne détourna pas le regard. Antoine regarda sa mère. « Tu as écrit ça. » Madame Éléonore garda le menton levé. « J'ai rédigé une évaluation des risques. » Endema. Élise fixa enfin son mari. « J'étais ta femme. » Antoine. Ton fils. C'était la vie, et pour elle, nous étions un risque. Off not. Antoine ouvrit la bouche, mais ne trouva aucune défense qui ne le condamnait pas lui aussi. L'un des plus anciens conseillers demanda quand la famille avait eu connaissance du lien possible entre Élise et Octave de Rochefort. Maxime tourna une autre page. Avant le mariage. Il y a eu des consultations indirectes sur son profil. Après le mariage, des tentatives ont été faites pour limiter tout droit futur, sans révéler au conseil d'administration la véritable nature de la relation avec la famille de Rochefort. And the days. Octave ajouta, froidement, et avant que quiconque ne suggère de l'opportunisme. Je précise que ma fille n'a jamais demandé le moindre centime à Rochefort Capital pour interférer dans cette entreprise. C'est vous qui avez cherché des raccourcis. It be tay. Antoine se leva brusquement, comme si son corps avait besoin d'agir parce que sa conscience ne supportait plus de rester assise. Élise. Je ne connaissais pas l'existence de ce message. Onset. Elle le regarda avec une tristesse inébranlable. Mais tu connaissais l'existence du contrat? Non, Volita. Il resta figé. Ma mère m'a dit que c'était une protection. Tu elimai. Élise respira lentement. Une protection contre qui? Contre un enfant qui n'est même pas encore né.
contre une épouse qui t'attendait à tes rendez-vous médicaux, contre une femme que tu laissais se faire humilier. Parce que c'était plus facile d'appeler le silence de la maturité. Chaque question lui retirait une couche de dignité devant la salle entière. Madame Éléonore tenta d'intervenir. Antoine. Assidstoy. Oz. Mais il ne s'assit pas. L'autorité de sa mère, autrefois absolue, commençait à faillir. Elle les continua, sans élever la voix. Tu n'as peu, être pas écrit tous ces emails. Tu n'as peu, être pas élaboré toutes ces stratégies. Mais tu étais là quand ils ont essayé de me forcer à signer. Tu étais là quand j'ai dit non. Tu étais là quand ta main a laissé ta colère décider. Enzeloff. Antoine posa ses mains sur la table. Je vais répondre de ça. Zachene too. Sa mère détourna le visage. Choquée. Pas par sa culpabilité, mais par sa désobéissance. Madame Éléonore réalisa qu'elle perdait son fils devant témoin et tenta de faire ce qu'elle faisait de mieux, transformer la peur en morale. Vous êtes en train de détruire une famille française respectée? Tout ça à cause d'une scène malheureuse. Nadina, Elise se leva. La salle accompagna son mouvement, comme si elle les avait tous tirés par un fil invisible. Non. Madame Éléonore. Une scène malheureuse. C'est de renverser un verre. Ce qui s'est passé dans cet hôtel particulier était la conséquence de mois de mépris. Jasby. Elle s'approcha de l'écran. Pendant un instant, l'image de son visage se refléta sur la phrase cruelle de sa belle-mère. Vous m'avez qualifiée de fille seule. Simple. Pratique. Docile. Vous avez transformé ma grossesse en monnaie d'échange. Vous avez appelé mon silence de la faiblesse. Aujourd'hui, je suis venue corriger une seule chose. Elle toucha la bague des Rochefort. Je n'ai jamais été seule. J'ai simplement choisi de ne pas utiliser mon nom de famille comme une arme. Mais quand vous avez touché à mon fils, vous avez confondu mon choix avec une absence de limite. N2ATHS. Octave ferma les yeux une seconde. Pas de honte, mais d'une fierté douloureuse. Maxime ne sourit pas. Mais pour la première fois, il laissa son admiration transparaître sans aucun déguisement. Le moment où tous attendaient la destruction arriva avec une surprise. Octave avait le pouvoir d'exiger le remboursement anticipé des garanties, de faire pression sur les créanciers, d'activer des clauses et de précipiter le groupe Vaucresson vers une chute publique immédiate. Madame Éléonore le savait. Antoine aussi. Certains membres du conseil avaient déjà le visage de ceux qui préparaient leur propre fuite, mais Élise leva la main avant que son père ne parle. Je n'autorise aucune sanction dictée par la colère. And the five leader. La salle sembla ne pas comprendre. Madame Éléonore cligna des yeux. Confuse. Élise poursuivit. Je veux un audit indépendant. La mise à l'écart temporaire d'Antoine de toute décision liée au patrimoine familial et au contrat en cours de révision, la préservation intégrale des enregistrements de l'hôtel particulier et la reconnaissance formelle de la protection juridique de mon fils. Je veux que toute tentative de me diffamer soit retirée et documentée, et je veux que ma séparation soit menée sans aucun chantage. Hansde. Maxime nota chaque point. Bien qu'il l'ait connu déjà. C'était là toute la force d'Élise. Ne pas détruire par impulsion, mais retirer à ses ennemis le droit de continuer à mentir. Octave accepta d'un léger signe de tête. Antoine s'effondra sur sa chaise. Non par soulagement, mais parce qu'il comprenait qu'elle n'avait pas eu besoin de l'écraser pour le vaincre. C'est alors que l'avocat des Vaucresson reçut un message, et pâlit. Il le montra discrètement à Madame Éléonore. Mais Maxime remarqua le geste. Un problème, l'homme ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, la nouvelle arriva par une autre source. L'enregistrement de la vidéosurveillance de la salle à manger, que Madame Éléonore avait déclarée indisponible à la suite d'une panne technique, avait été sauvegardé automatiquement sur un serveur externe de sécurité résidentielle. Sylvie, avant d'être renvoyée, avait conservé un accès administratif aux notifications de sauvegarde et avait remis la clé d'identification à l'équipe technique. Madame Éléonore perdit son sang-froid pour la première fois. Cette femme a volé des informations privées. Sylvie répondit, encore tremblante. Non. J'ai empêché que vous n'effaciez les preuves d'une agression. D'accord, mais le mot agression parcourut la pièce sans avoir besoin de volume. Antoine se prit le visage entre les mains. Élise resta debout.
Mais son corps accusa le poids de ce nouveau coup. Savoir que la scène existait, que sa chute pourrait être visionnée, ne lui apporta aucun plaisir, mais de la nausée. Maxime s'approcha suffisamment pour lui parler à voix basse. « C'est vous qui décidez quand et comment cela sera utilisé. » Elle acquiesça. « Ce ne sera pas un spectacle. Ce sera une preuve. » Avec l'enregistrement préservé, la résistance des membres du conseil changea de camp. Personne ne voulait apparaître comme le défenseur d'une famille qui avait tenté de forcer une femme enceinte à signer une renonciation. Après une chute provoquée par son propre mari, un directeur indépendant demanda un vote d'urgence pour suspendre Antoine de ses fonctions exécutives pendant l'enquête. Un autre sollicita la création immédiate d'un comité d'audit externe. Madame Éléonore tenta de parler. Mais sa voix, autrefois tranchante, sortit rugueuse. « Vous allez trahir notre nom par peur des Rochefort. » Un conseiller répondit sans la regarder. « Non. Éléonore, nous essayons de sauver l'entreprise de ce que votre propre famille a fait. » En détail. Antoine écouta le vote comme si chaque « oui » retirait une brique de la maison où il avait grandi. Lorsque le résultat fut annoncé, il n'était plus le centre du groupe Vaucresson. Il était devenu le problème à isoler. Madame Éléonore regarda Élise avec une haine pure. Mais elle trouva quelque chose qu'elle n'attendait pas. De la pitié. Pas une pitié faible. La pitié que l'on ressent pour une femme qui avait consacré sa vie à protéger un nom de famille, et dont on se souviendrait finalement pour l'avoir exposée. La réunion se termina sans applaudissements, sans cris, sans cette théâtralité que Madame Éléonore aurait pu transformer en victimisation. Ce fut sa pire défaite. Tout s'était déroulé par actes. Signature, délibération et registre. La ruine était entrée par la porte de la légalité. Antoine suivit Élise dans le couloir. Ignorant l'avertissement de Maxime de garder ses distances. « Réponds-moi juste à une chose. » demanda-t-il. La voix brisée. « Est-ce qu'à un seul instant? Tu m'as encore aimé aujourd'hui. » Élise s'arrêta devant l'ascenseur privé. La question était cruelle. Précisément parce qu'elle contenait de la vérité. La part de moi qui t'aimait existe encore. Antoine. Mais elle ne peut plus décider à ma place. Tess, il déglutit difficilement. Je peux changer. Ikazumana. Elle le regarda. Et pendant un instant, elle vit l'homme dont elle était tombée amoureuse. Caché sous des couches de peur, de fierté et d'obéissance envers sa mère. Peut être, mais pas en tant que mon mari. Pas maintenant. En le temps, la porte de l'ascenseur s'ouvrit. Maxime resta à côté d'elle. Silencieux, sans transformer cette douleur en compétition. Élise entra la première. Avant que les portes ne se referment, Antoine murmura « Pardon ». En vrai, elle répondit simplement « Un pardon sans conséquence n'est qu'une façon de plus de me demander de porter ta culpabilité. » And aussi, au rez-de-chaussée, les journalistes économiques s'étaient déjà massés derrière les barrières de sécurité. Informés par des fuites que personne ne voulait admettre, les flashs tentèrent de traverser les vitres. Mais l'équipe de sécurité maintint une distance suffisante pour qu'Élise ne se sente pas traquée. Octave s'approcha d'elle et dit à voix basse « Tu as été plus juste qu'il ne le méritait. » Idanet. Élise regarda la rue animée de la Défense. Ces tours où tant de gens décidaient des destins avec des tableaux Excel impeccables et des intentions douteuses. Je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait pour moi. Je ne veux pas que mon fils naisse d'une vengeance. Hanse, Maxime l'entendit. Et il garda cette phrase en lui comme une sentence plus puissante que n'importe quel contrat. Quand la voiture arriva, Élise n'y entra pas immédiatement. Elle se retourna vers le bâtiment et vit Madame Éléonore derrière une haute fenêtre, toute petite à cause de la distance. Immobile. Telle une reine sans royaume, Antoine n'apparut pas. Être comprenait-il enfin que tomber devant une femme qu'on a soi-même renversée est très différent de s'agenouiller par amour. Élise toucha son ventre et respira. La bataille principale avait été remportée. Mais la guérison n'avait même pas encore commencé. L'éviction d'Antoine de Vaucresson ne fit pas s'effondrer la ville, n'arrêta pas les ascenseurs de la Défense et ne fit pas fermer les portes des restaurants chics du 16e arrondissement. Paris continua de tourner avec son urgence habituelle, comme si la chute d'un héritier n'était qu'une nouvelle de plus parmi les contrats, les embouteillages et les cafés serrés, pour Élise. Cependant,
Le monde avait changé d'axe. Elle passa les jours suivants entre des consultations médicales, de brèves réunions juridiques et de longues périodes de silence dans l'appartement de son père. L'équipe de Maxime empêcha la circulation de nouvelles notes anonymes sans réponse immédiate. Et l'audit indépendant commença à rassembler des documents qui paraissaient autrefois intouchables. Madame Éléonore, qui pendant des années avait régné sur les salons dorés et les déjeuners de famille, était désormais appelée à justifier des décisions qu'elle avait toujours crues au-dessus de tout questionnement. Antoine quitta le bureau de la présidence sans discours public. Il sortit par une porte latérale de la tour, entouré de conseillers, avec le visage de quelqu'un qui ne comprenait pas encore que perdre le pouvoir était bien différent de perdre Élise. Élise ne regarda qu'un extrait des informations. Puis elle éteignit la télévision. « Je n'ai pas besoin de le voir tomber pour savoir que je me suis relevée, » dit-elle. Et Maxime, assis de l'autre côté de la table, garda cette phrase dans un silence respectueux. À l'hôtel particulier des Vaucresson, la ruine n'arriva pas avec des cris, mais avec des cartons. D'abord vinrent les auditeurs, puis les avocats externes. Ensuite, les membres du conseil, qui autrefois embrassaient la main de Madame Éléonore, commencèrent à la traiter avec une courtoisie distante. Le genre de politesse qui annonce une expulsion avant même la signature. Le collier d'émeraude disparut de son cou au 3e jour, non par humilité, mais parce qu'elle commençait à sentir que chaque pierre brillante semblait l'accuser. Antoine, isolé dans l'ancien bureau de son père, tenta d'appeler Élise tous les jours. Mais les appels ne passaient pas. Il envoya des fleurs, qui furent envoyées sans un mot. Il envoya une lettre. Maxime la réceptionna, l'enregistra, et ne la remit à Élise que lorsqu'elle posa la question. L'enveloppe resta sur la table pendant des heures. Quand elle l'ouvrit enfin, Élise y trouva moins d'excuses qu'elle ne l'espérait, et plus de peur qu'elle ne le souhaitait. Antoine écrivait qu'il ne savait plus où se terminait sa propre volonté et où commençait la voix de sa mère. Il disait se souvenir de la première fois où Élise avait ri dans la voiture, en revenant de Deauville, et que ce souvenir l'humiliait aujourd'hui bien plus que son renvoi. Élise lut jusqu'à la fin. Elle ne pleura pas. Elle plia la lettre et dit « Il a seulement commencé à comprendre. Mais comprendre ne répare rien. » En funio. Octave de Rochefort entendit cette phrase depuis la porte et sentit que sa fille avait franchi un cap sur lequel lui-même trébuchait encore. Pour lui, l'impulsion la plus difficile à retenir était celle d'en finir avec la force d'un homme habitué à déplacer des structures entières. Il voulait tout exiger, tout vaincre, au faire ressentir à chaque personne ayant touché Élise la même impuissance qu'il avait ressentie en la voyant pâle. Debout, après sa chute, mais Élise ne voulait pas devenir le monument de la vengeance de son père. Cette nuit-là, elle l'appela pour discuter sur la véranda fermée, là où Paris brillait comme une machine agitée. « Papa, je sais que tu veux me protéger. » Commença-t-elle. Octave répondit. « Je veux récupérer les années où je croyais que la distance était une forme de respect. » Hand. Élise lui toucha la main. « Tu ne peux pas me récupérer en me contrôlant aujourd'hui. » To the canna. La franchise le blessa, mais il ne détourna pas le regard. « J'ai peur de me tromper à nouveau. » Disjet. Elle sourit, sans aucune joie. « Alors, trompe-toi en m'écoutant, pas en décidant à ma place. » Desno. Octave tint la main de sa fille avec douceur. L'homme craint par les banquiers, les hommes d'affaires et les conseils d'administration entiers. Fit enfin la chose la plus difficile pour quelqu'un comme lui. Il resta silencieux. Et il écouta. La séparation formelle avança avec moins de scandale que ne le souhaitait la presse, et plus de dignité que ne le méritait la famille de Vaucresson. Maxime dirigea chaque étape avec une précision presque chirurgicale, interrogeant toujours Élise, avant le moindre mouvement. Le patrimoine de l'enfant fut protégé par des mesures légales, les tentatives de diffamation furent documentées, et l'enregistrement de la vidéosurveillance de la salle à manger resta sous scellé. Disponible uniquement pour les procédures nécessaires, Élise refusa de transformer sa douleur en une vidéo virale. « Mon fils ne grandira pas en trouvant la chute de sa mère comme un divertissement sur Internet, » affirma-t-elle. Cette décision dérouta beaucoup de monde. Certains la qualifièrent de faible pour ne pas tout exposer.
d'autres de stratèges pour avoir gardé la preuve, la vérité était plus simple. Et bien plus difficile. Élise ne voulait pas que sa liberté naisse de la même cruauté qui l'avait blessée. Maxime le comprit avant tout le monde. Vous vous protégez vous-même. En fin de compte, dit-il, après une courte réunion dans les bureaux de Rochefort Capital, Élise regarda par la fenêtre en direction de l'avenue, où les passants traversaient sans imaginer combien de guerres invisibles se déroulaient derrière ces hautes vitres. J'essaie d'apprendre à ne plus m'abandonner moi-même. En Odeste, Antoine demanda à la voir une dernière fois. Avant l'audience de l'accord préliminaire, Maxime le déconseilla. Octave détesta l'idée, mais Élise accepta. Sous des conditions strictes, lieu neutre, équipe à proximité, conversation brève, et aucun contact physique. Ils se retrouvèrent dans une salle réservée du cabinet d'avocat, sans luxe excessif. Juste une table, 2 chaises, et une fenêtre latérale. Antoine entra. Il était plus maigre, mal rasé, dénué de l'éclat agressif d'autrefois. Quand il la vit, il s'arrêta, comme s'il ne venait pas de retrouver son épouse, mais la conséquence vivante de tout ce qu'il avait nié. Merci d'avoir accepté, dit-il. Élise hocha la tête. Ne confonds pas cela avec un nouveau départ. Tu y vas. Il baissa les yeux. Je sais. De Sugré. Pendant quelques secondes, le silence porta le poids de tous les dîners perdus, de tous les rendez-vous oubliés, de toutes les fois où elle avait espéré qu'il choisirait d'être meilleur, avant qu'il ne soit trop tard. Antoine respira profondément. Je ne suis pas venu te demander de revenir. Je voulais te dire que je vais assumer ce que j'ai fait. Infolive. Élise l'observa avec prudence. Assumer devant qui? Il déglutit difficilement. Devant l'entreprise. Devant la justice. Devant ma famille. Et devant notre fils. Quando grandira. L'owning. Le mot notre ne sonnait plus comme une possession. Il sonnait comme une dette. Élise sentit la part ancienne d'elle-même essayer de chercher l'homme qu'elle avait aimé. À travers ce visage fatigué, il y avait des traces de lui. Là, peu. Être y en avait-il toujours eu. Mais des traces ne suffisent pas à soutenir une maison. Antoine. Je t'ai aimé sincèrement, dit-elle. Il ferma les yeux. Comme si cette phrase était bien pire qu'une accusation. C'est pour ça que je suis restée plus longtemps que je n'aurais dû. C'est pour ça que j'ai essayé de traduire ton mépris en de la pression, ton absence en du travail, ton silence en une mauvaise passe. Mais l'amour ne peut pas être un endroit où une femme doit se diminuer pour y entrer. Omzit. Antoine laissa couler une larme sans chercher à la cacher. J'aurais voulu le comprendre plus tôt. Andevno. Élise répondit avec une fermeté délicate. Moi aussi. Mais maintenant, je dois choisir la femme que je veux que mon fils connaisse. Answery, please. Il hocha lentement la tête. Et elle ne peut pas être ma femme. En so. Élise prit une profonde inspiration. Non. And if you won. Il n'y eut ni cri, ni porte claquée. Juste le mot de la fin d'une histoire qui s'était terminée bien avant qu'il n'ait le courage de l'admettre. Quand Antoine sortit, Maxime attendait dans le couloir, mais ne posa aucune question. Élise s'appuya un instant contre le mur. Ça fait moins mal que ce que je redoutais, murmura-t-elle. Maxime répondit doucement. Parfois, c'est comme ça qu'on réalise qu'on a survécu. En W. Madame Éléonore n'eut pas le même courage. Lorsqu'elle fut écartée des décisions familiales et convoquée pour s'expliquer sur des documents internes, elle tenta de rejeter la faute sur des consultants, des attachés de presse, d'anciens avocats, et même sur Sylvie. Mais chaque tentative ne faisait que révéler davantage l'ampleur de son obsession pour le contrôle. La femme qui craignait tant d'être remplacée se retrouva seule dans un salon bien trop grand, entourée de portraits d'ancêtres qui ne pouvaient plus la défendre. Son châtiment ne prit pas la forme d'une scène d'humiliation publique, mais celle d'une perte d'influence. Les invitations cessèrent d'arriver, ses alliés cessèrent de répondre. Antoine lui-même, encore brisé, refusa ses conseils pour la première fois de sa vie. « J'ai passé des années à vous obéir, et j'appelais ça de la loyauté, » lui dit-il lors d'une conversation que personne n'enregistra. « Maintenant, j'ai besoin de découvrir qui je suis sans votre voix. En gris,
Madame Éléonore répondit qu'il trahissait son sang. Antoine, très pâle, se contenta de secouer la tête. Non. J'essaie de ne pas transmettre cette maladie à mon fils. Enquête, ce fut la première phrase véritablement libre qu'il prononça depuis des années, et peut être la première que Madame Éléonore ne parvint pas à vaincre, des mois plus tard. Élise ouvrit les portes d'un nouveau bureau sur une prestigieuse avenue parisienne. Ce n'était pas un siège social gigantesque, ni un monument dédié au nom de Rochefort, c'était un étage lumineux, avec des salles de consultation, une équipe juridique, des psychologues partenaires, et un petit espace pour accueillir des femmes qui avaient besoin de fuir des maisons magnifiques de l'extérieur, mais dangereuses de l'intérieur. L'institut portait le nom de sa mère, Hélène de Rochefort, et non celui d'Élise. En voyant la plaque, Octave resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne l'approuvait pas. Puis, il effleura les lettres du bout des doigts et dit « Ta mère serait fière de la femme que tu es devenue. » Aïe, Élise sourit. Émue. Je suis encore en train de le devenir. Et 9, Maxime arriva juste après, apportant des documents et des cafés serrés d'une boulangerie voisine. Trop simple pour ce bâtiment sophistiqué, parfait pour elle. Il était resté aux côtés d'Élise, pendant tous ces mois, sans la presser, sans promettre de guérison miracle, sans transformer sa gratitude en dette. Cette patience l'effrayait de moins en moins chaque jour. Lorsqu'il lui tendit le gobelet, leurs doigts se touchèrent presque. Et tous deux s'en rendirent compte, cette fois. Élise ne recula pas par peur. Elle se contenta de sourire légèrement. « Vous attendez toujours que je choisisse. »« N'est-ce pas ?» Maxime répondit. « Après tout ça, je crois qu'aimer, c'est d'abord respecter vos choix. » Thence, le fils d'Élise naquit un matin clair. Après une longue et épuisante nuit dans une clinique privée de Paris, où Octave arpenta le couloir, comme n'importe quel grand-père nerveux, incapable de contrôler le temps, les médecins ou son propre cœur. Antoine fut prévenu lorsque la mère et l'enfant furent en sécurité. Il n'entra pas dans la chambre sans permission. Il envoya un message simple. « Sans drame, merci de m'avoir fait savoir qu'il est né. » Élise le lut, regarda le petit garçon endormi dans ses bras, et répondit simplement que, lorsque le bon moment viendrait, il pourrait le rencontrer selon les règles établies. Aucune punition cruelle, aucun pardon facile, seulement des limites. Octave entra lentement, les yeux embués face à son petit-fils. Il est bien trop petit pour une histoire si lourde. Amzad, Élise murmura en embrassant le front de son fils. Alors, nous allons lui offrir une plus belle histoire à partir de maintenant. Des Kozne, Maxime se tenait à la porte, des fleurs blanches à la main, sans savoir s'il devait entrer. Élise le regarda et, après un instant, dit « Vous pouvez approcher ?» Yand. Ce n'était pas une déclaration grandiose. C'était une porte ouverte. Pour Maxime. Cela suffisait, l'après-midi où elle rentra chez elle. Élise ne choisit pas l'hôtel particulier des Rochefort, ni un appartement acheté pour impressionner. Elle choisit un endroit à elle, lumineux, avec de grandes fenêtres et une véranda où il y avait de la place pour des plantes, de futurs jouets, et du silence. Bien sûr, Octave se plaignit que l'ascenseur était beaucoup trop petit. Maxime rit pour la première fois, sans se cacher. Et Élise ressentit une paix étrange en voyant des cartons éparpillés sur le sol. Ce n'était pas la maison parfaite. C'était la maison où personne n'exigerait qu'elle signe sa propre absence. À la tombée de la nuit, quand Paris s'illumina de nouveau, elle resta seule quelques minutes avec son fils dans les bras. Elle pensa à la salle à manger des Vaucresson, à sa chute, à la phrase de son père, à la main d'Antoine, à la fermeté de Maxime, à sa propre voix disant « Non, la douleur existait encore. » Mais elle ne dictait plus les règles. Élise toucha la bague des Rochefort, puis regarda la petite main du bébé, serrant son doigt. « Tu n'auras jamais besoin de te mettre à genoux pour être aimée. » Promit-elle. Dehors, la ville restait bruyante, indifférente et vivante. À l'intérieur de cette nouvelle maison, Élise comprit enfin qu'elle n'avait pas été sauvée par un nom de famille, par un père puissant
ou par un homme patient. Elle avait été sauvée à l'instant même où elle avait décidé de ne plus s'abandonner elle-même. 3 ans plus tard, Élise de Rochefort ne sursautait plus au bruit des portes, s'ouvrant derrière elle. Autrefois, le moindre pas brusque rappelait à son corps la salle à manger des Vaucresson, le marbre froid de la longue table, la main d'Antoine, et la peur de tomber en tenant son propre ventre. Maintenant, par ce matin clair à Paris, le son qui provenait du couloir était simplement celui de son fils courant en chaussettes antidérapantes à travers la maison, riant comme si le monde n'avait jamais essayé de blesser sa mère. Gabriel avait les yeux curieux de celui qui questionne tout, et le sourire facile de celui qui grandit entouré de limites saines. Élise était dans la cuisine, vêtue d'une simple chemise blanche, préparant le café, tout en passant mentalement en revue la réunion de l'après-midi à l'Institut Hélène de Rochefort. Le lieu qu'elle avait créé pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales aidait déjà des dizaines de familles chaque mois. Ce n'était pas un projet d'image. Ce n'était pas une réponse aux journaux. C'était une promesse transformée en une adresse. Maxime Laurent arriva quelques minutes plus tard, un dossier à la main, et une petite voiture en bois dans l'autre. Gabriel courut vers lui et lui demanda si les avocats savaient aussi jouer. Maxime s'accroupit, très sérieux, comme s'il se trouvait devant un tribunal, et répondit que seuls les bons avocats savaient négocier avec des petites voitures. Élise entendit cela depuis la cuisine et sourit avant même de s'en rendre compte. Il y avait une paix différente dans ce type d'amour. Maxime n'avait jamais essayé de prendre la place de personne, n'avait jamais exigé de précipitation, n'avait jamais utilisé son attention comme une monnaie d'échange, et n'avait jamais confondu sa présence avec de la possession. Il était simplement resté. Et certains jours, rester avec respect était la plus belle déclaration que l'on pouvait offrir. Antoine existait aussi dans cette nouvelle vie, mais à une toute autre place. Après avoir rempli ses obligations légales, s'être éloigné des décisions de l'ancienne entreprise et avoir entamé un long processus de reconstruction personnelle, il avait commencé à voir Gabriel lors de rencontres supervisées, puis lors de visites convenues. Il n'avait plus jamais élevé la voix face à Élise. Il n'avait plus jamais essayé de l'appeler sa femme. La première fois que Gabriel l'avait appelé « papa », Antoine avait pleuré en silence. Pas de pur bonheur, mais de prise de conscience. Il avait appris, bien tard, que la paternité n'était pas un droit automatique, mais une responsabilité quotidienne. Madame Éléonore vivait loin des salons, où elle régnait autrefois. Elle portait encore sa fierté, mais elle n'avait plus un public suffisant pour la transformer en pouvoir. Le nom de Vaucresson continuait d'exister, mais sans son ancienne aura intouchable. Certains disaient qu'Élise avait détruit cette famille. Elle savait que c'était faux. Une famille ne se détruit pas parce qu'une femme dit la vérité. Elle arrête simplement de cacher ses fissures. Cet après-midi-là, lors d'une conférence à l'Institut, Élise se tint devant un petit groupe de femmes. Certaines portaient des vêtements chers. D'autres venaient directement du travail. D'autres encore tenaient des enfants dans leurs bras. Elles avaient tout en commun ce regard de celles qui tentent encore de comprendre si la douleur peut aussi être un nouveau départ. Élise ne raconta pas les détails de sa propre chute. Ce n'était pas nécessaire. Elle déclara simplement « Parfois, la violence commence bien avant la bousculade. Elle commence lorsque vous vous mettez à demander pardon d'exister. Elle commence lorsque votre voix devient un dérangement, lorsque votre douleur est perçue comme de l'exagération, lorsque votre dignité dépend de l'humeur d'une autre personne. Et elle se termine quand vous comprenez que partir n'est pas échouer. Partir peut être la première vraie preuve d'amour pour vous-même. » En fait Dieu, au fond de la salle, Octave de Rochefort écouta sa fille, les yeux embués. Il ne ressemblait plus à l'homme invincible qui était arrivé avec ses avocats dans un hôtel particulier parisien. Il ressemblait juste à un père vieilli par ce qu'il avait failli perdre, et métamorphosé par ce qu'il avait appris. Lorsqu'Élise descendit de l'estrade, il lui tint la main et dit « Aujourd'hui, tu as protégé plus de gens que je n'aurais pu en protéger avec tout mon argent. » Idas, Élise répondit, parce qu'une protection sans écoute peut aussi devenir une prison. Papa. Enza, Octave hocha la tête. Cette fois, il avait compris. Plus tard, à la maison, Gabriel s'endormit sur le canapé, serrant sa petite voiture en bois.
Maxime couvrit l'enfant avec une couverture et regarda Élise. « Vous allez bien ?» Aujourd'hui, elle réfléchit avant de répondre. Autrefois, elle aurait dit oui pour ne pas inquiéter les autres. Maintenant, elle disait la vérité. Je me suis sentie forte. Pour aller bien, je suis encore en train d'apprendre. Antia, Maxime s'approcha doucement. Est-ce que je peux apprendre avec vous? Élise sourit. Ce n'était plus le sourire de celle qui avait besoin de plaire, c'était le sourire d'une femme entière. Dehors, Paris brillait. Toujours aussi pressé. Mais à l'intérieur de cette maison, personne n'avait besoin de crier pour être entendu. Personne n'avait besoin de se mettre à genoux pour être aimé. Et Élise, regardant son fils, son père, Maxime, et elle-même, reflétée dans la vitre de la fenêtre, comprit que sa véritable victoire n'avait pas été de voir les Vaucresson s'effondrer. Sa véritable victoire était de se réveiller chaque jour dans une vie où elle pouvait se tenir debout, sans jamais demander la permission. Cette histoire a une vocation éducative et de divertissement. Du côté du divertissement, elle utilise les codes puissants du drame familial européen romance moderne. Élite des affaires. Secret de famille. Bouleversement émotionnel et justice finale. Le récit a été construit pour captiver l'audience, avec des scènes intenses, des dialogues marquants, des luttes de pouvoir, et une protagoniste qui passe d'une femme réduite au silence à une personne capable de décider de son propre destin. Sur le plan éducatif, l'histoire aborde la violence conjugale, l'abus émotionnel, la manipulation familiale, le contrôle financier et l'importance de poser des limites au sein d'une relation. La chute d'Élise ne représente pas seulement un acte physique, mais le point culminant d'une série d'humiliations, de chantages et de tentatives visant à effacer sa voix. Le message central est qu'aucune femme ne doit être traitée comme une propriété, une monnaie d'échange ou un simple instrument pour protéger le nom d'une famille. L'histoire démontre également que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Élise reçoit le soutien de son père, de Maxime, de l'équipe juridique et des professionnels de santé, mais la décision finale émane d'elle-même. C'est fondamental. Car l'héroïne n'est pas simplement sauvée par quelqu'un de puissant. Elle choisit de partir, elle choisit de parler. Elle choisit de protéger son fils et de reconstruire sa vie avec dignité. Un autre point éducatif réside dans la distinction entre la justice et la vengeance. Octave avait le pouvoir de détruire la famille de Vaucresson de manière immédiate, mais Élise choisit la voie de la loi, de la vérité et de la protection. Cela renforce l'idée qu'affronter un abus ne signifie pas devenir semblable à son agresseur. La véritable force du personnage réside dans son refus de laisser la douleur transformer son humanité en cruauté. Le récit offre également une réflexion sur la paternité, le repentir et les conséquences. Antoine n'obtient pas un pardon facile, car l'histoire ne romantise jamais la violence. Il peut regretter, il peut tenter de changer, mais cela n'efface pas ses actes. L'amour qu'Élise a pu ressentir pour lui n'est jamais utilisé comme prétexte pour retourner dans un environnement dangereux. Ce choix enseigne que le pardon, lorsqu'il existe, ne doit pas annuler les limites. Pour le public, cette œuvre peut être perçue comme un drame émotionnel sur une femme enceinte humiliée par sa belle famille. Mais derrière ces rebondissements, les thèmes principaux sont l'estime de soi, la protection, le courage et la liberté. C'est une histoire qui rappelle qu'une magnifique demeure peut dissimuler bien des douleurs, qu'un nom de famille prestigieux ne vaut pas plus que la dignité d'une personne, et qu'aucune relation ne mérite d'être préservée si elle exige que l'on s'abandonne soi-même pour continuer d'être aimé.